Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Nous consacrons ce soir une grande partie du journal à l'évolution de la situation en Algérie et au Mali, tandis que les combats au sol se poursuivent entre les soldats français et les djihadistes dans la ville malienne de Diabali. Un groupe proche d'Al-Qaïda affirme avoir pris en otage une quarantaine d'Occidentaux sur un site gazier de l'Est algérien. Parmi eux, 13 Norvégiens, 7 Américains, des Britanniques et des Japonais. La France ne confirme pas pour le moment la présence de ses ressortissants. Nous serons en direct depuis Alger dans un instant et notre invité ce soir, il préside le groupe Sahel au Sénat, l'ancien ministre et sénateur Jean-Pierre Chevènement dans un instant. Lors de ses vœux aux parlementaires, François Hollande a de nouveau revendiqué l'intervention française au Mali. Mais cette rencontre avec députés et sénateurs a surtout été l'occasion pour le chef de l'État de détailler sa réforme institutionnelle et d'insister sur le non-cumul des mandats qui concernera tous les parlementaires, n'en déplaise à certains dans son propre camp. De Douai au Mans, en passant par l'usine de Flins, les salariés de Renault se disent accablés par l'annonce de plus de 7000 suppressions de postes en France par le constructeur automobile. Et même si cette annonce ne surprend pas vraiment, elle tombe mal. Quelques jours seulement après l'obtention de l'accord sur la sécurisation de l'emploi, on en parle avec notre club d'éditorialistes ce soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La situation évolue de minute en minute sur le site gazier de l'Est algérien. Ce qui est confirmé à l'heure actuelle, c'est que 7 Américains et 13 Norvégiens font partie des otages retenus sur le site par un groupe qui se revendique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La France ne confirme pas la prise en otage de ressortissants tricolores pour le moment. Un premier bilan fait état de 2 morts, l'un britannique, l'autre algérien. Les forces algériennes encerclent le site et excluent toute négociation avec les ravisseurs. Les faits avec Tam Tranoui. 4h30 ce matin, un groupe d'une soixantaine de terroristes islamistes lourdement armés attaque un site du groupe pétrolier BP à In Amenas, au centre-est de l'Algérie, tout près de la frontière libyenne. Un Britannique et un Algérien auraient été tués dans l'assaut et 6 autres personnes blessées. Au total, 400 personnes seraient retenues sur le site, libres de leur mouvement, et 41 Occidentaux pris en otage. Les assaillants parlent de 7 Américains, de Français, de Britanniques et de Japonais. La Norvège annonce également la capture de 13 de ses ressortissants. Mais du côté de l'Elysée, aucune confirmation sur la présence de Français parmi les otages. À l'instant où je parle, une prise d'otage a lieu en Algérie, sur un site pétrolier, avec un nombre de personnes retenues dont nous ne pouvons pas encore connaître l'exactitude, de même pour les ressortissants français qui pourraient être concernés. Les assaillants disent être sous les ordres de Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne, un des chefs historiques d'AQMI. Ils affirment agir en représailles à l'intervention française au Mali, également contre l'Algérie qui a autorisé le survol de son territoire dans le cadre de cette opération. Les attaquants réclament la libération de 100 terroristes islamistes détenus en Algérie, ainsi que 24 et un passage sécurisé pour rejoindre le Mali. Les autorités algériennes refusent pour l'instant toute négociation. Et nous sommes en ligne depuis Alger avec Faisal Metaoui, journaliste, éditorialiste au quotidien francophone El Watan. Bonsoir Faisal Metaoui. Quelles sont les dernières informations que vous détenez sur l'évolution de la situation sur le site gazier ce soir? Apparemment, c'est le statu quo, puisque effectivement l'armée algérienne encercle le Sahel d'une base de vie dans le sud-est algérien, dans la région d'In Amenas. Les assaillants refusent aussi toute concession par rapport à ce qu'ils demandent. Le ministère de l'Intérieur a rappelé tout à l'heure qu'il n'y aura pas de négociation. On parle effectivement d'une quarantaine d'otages occidentaux. La moitié sont des Autrichiens, des Norvégiens et des Américains. Il y a aussi des Japonais
Japonais et aussi des Britanniques pour les otages français. Il n'y a pas de confirmation. On verra donc comment la situation va évoluer, surtout que l'armée algérienne donc maintient son encerclement et les ravisseurs demandent la libération de certains activistes Al-Qaïda détenus en Algérie. C'est une revendication qui est apparue dans l'après-midi. Est-ce qu'il y aura un échange? Les autorités algériennes ne veulent rien savoir, donc on verra comment les choses vont évoluer dans la soirée. L'Algérie dit ce soir que ces groupes ne seraient pas venus du Mali ni de Libye. Autrement dit, ils étaient déjà sur le sol algérien et lourdement armés. C'est ça, c'est une grande question d'ailleurs, parce que la zone où il y a cette usine de traitement de gaz qui appartient à BP et Sonatrach, à Statoil, l'entreprise norvégienne et à l'entreprise japonaise, est une zone sécurisée depuis très longtemps. Il faudrait avoir des autorisations de la gendarmerie algérienne, des autorités algériennes pour pouvoir y pénétrer. Donc comment ce groupe armé, surarmé, semble-t-il, avec des voitures 4x4, ont pu pénétrer sans être repérés par l'armée algérienne? C'est une question. Les frontières avec le Mali sont fermées, avec la Libye sont fermées, puisque le matin, il y avait un début de polémique sur la manière avec laquelle ces groupes sont entrés. Est-ce qu'ils sont entrés du Mali ou de la Libye? Le ministre de l'Intérieur a démenti, mais il n'a pas précisé comment ce groupe est arrivé avec telle facilité dans cette zone. Et à l'instant, on apprend que les preneurs d'otages, les ravisseurs réclament l'arrêt de l'agression, donc l'arrêt de l'agression au Mali. Le lien avec l'intervention française au Mali est clairement établi ce soir. Elle est établie, même s'il y a beaucoup de questionnements, parce que dans la matinée, le groupe de Mortal, qui est un Algérien, qui est présent dans le Grand Sud algérien, et même au Niger et au Mali depuis très longtemps, c'est un connaisseur du terrain, avait lié un peu cette attaque avec la décision d'Algérie de soutenir la France à travers l'autorisation donnée aux avions militaires français de survoler le territoire algérien pour aller donc au Mali, au Nord Mali, pour chasser les groupes. Et effectivement, ce groupe est en train de modeler ses revendications selon l'évolution de la situation. On verra à quoi ça va aboutir, même si on ne sait pas si Mortal Belmokhtar, qui est le chef, est présent ou pas dans cette prise d'otage. Merci beaucoup Faisal Metaoui. On vous retrouvera à la fin de ce journal pour faire un point sur l'évolution de cette situation très mouvante, on l'aura compris. Et sur le terrain malien, c'est le premier jour des combats au sol entre les soldats français et les djihadistes. Des combats qui se sont concentrés dans la ville de Diabali. Un affrontement au corps à corps selon une source sécuritaire citée par l'AFP. Et tout porte à croire que l'état-major français est engagé dans ce combat des forces spéciales. Les détails avec Nathalie Guillouard. L'intervention militaire prend une autre tournure. Désormais, les soldats français sont au corps à corps avec les combattants islamistes. Diabali, théâtre de ces combats, est tombé lundi aux mains des islamistes. L'armée française remonte progressivement vers le nord et tente de récupérer la ville. Une opération risquée pour Jean-Yves Le Drian. On était bien conscient depuis le départ que c'était une opération très difficile parce que on a affaire à plusieurs centaines, plus d'un millier, 1200, 1300 terroristes bien organisés. Objectif des armées françaises et maliennes, déstabiliser les combattants islamistes et surtout empêcher toute approche de la capitale, Bamako. Pour l'heure, l'amiral Guillot reste confiant. C'est plus un conflit de type guérilla, auquel d'ailleurs nous sommes habitués dans ce genre de région. Car les islamistes habillés en civil cherchent à se fondre dans la population, une difficulté supplémentaire. Les soldats français ont également sécurisé un pont sur le fleuve Niger à Markala, un point jugé stratégique pour empêcher l'accès aux islamistes. Plus de 800 soldats français sont pour le moment présents sur le territoire malien. À terme, le chiffre devrait s'élever à 2500. Et au 6e jour de l'intervention dite Serval, plus que jamais, la question des renforts internationaux se pose. Une majorité de nations félicite la France pour son action, mais ne se précipite pas pour intervenir aux côtés des militaires tricolores. Seuls des soutiens logistiques sont fournis. Mais où est donc l'Europe alors que les combats menés dans le nord du pays rencontrent une forte résistance? Julie Hulin. La phase terrestre a commencé au Mali, mais pour l'heure, les Français sont toujours seuls sur le terrain. Cet après-midi, la chancelière allemande Angela Merkel, aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara, a estimé que le terrorisme au Mali était une menace pour l'Europe. Mais période électorale oblige, le soutien allemand ne sera que logistique, tout comme celui du Danemark, de la Belgique, du Royaume-Uni et de l'Italie. Aucune capitale n'est disposée à mobiliser des troupes combattantes aux côtés des forces françaises.
La question d'une guerre est toujours une question très grave. Une guerre, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle se termine. Il y a des risques d'enlisement. Et c'est vrai que certains pays, moi j'ai eu des réunions avec certains pays, disent qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce qu'ils appellent le bourbier africain. Mais il n'empêche que cette intervention militaire était quand même autorisée par la résolution des Nations Unies et était programmée depuis presque 6 mois. L'Union européenne soutient également l'action de la France, mais elle reste pour l'instant très en retrait, au grand dam de certains députés. Il y a un espace pour la politique. Cet espace politique, ce n'est pas la France seule qui pourra l'occuper, c'est à l'Union européenne. Mais nous ne serons crédibles que si nous ne laissons pas les soldats français seuls au Mali. Les ministres européens des Affaires étrangères devraient se retrouver à Bruxelles jeudi pour un sommet extraordinaire sur le Mali. À cette occasion, le service d'action extérieure dirigé par Catherine Ashton devrait accélérer le lancement de la mission prévue pour renforcer l'armée malienne. Mais aucun engagement de force militaire ne semble aujourd'hui d'actualité. Et un premier débat sur cette guerre s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et dans chaque chambre, c'est la même unanimité pour soutenir la décision du chef de l'État. L'Union nationale est de mise. Le Premier ministre en est d'ailleurs félicité. Consensus donc, mais les premières incertitudes pointent sur la crainte d'un isolement de la France et le risque d'enlisement. Certains, minoritaires certes, vont jusqu'à pointer des relents de colonialisme. Le gouvernement balaye d'un revers de main ces critiques et insiste sur le fait que la France ne sera pas seule dans ce conflit. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Le secrétaire général des Nations Unies a d'ailleurs salué notre réponse à la demande souveraine du Mali. Au Conseil de sécurité, une grande majorité d'États membres a expressément rendu hommage à la rapidité de notre réaction. Son opportunité et sa légalité ne sont pas contestées. De fait, la France n'est pas seule. Notre décision bénéficie d'un large soutien international. Elle a été accueillie avec soulagement par les États africains, unanimes, et qui sont prêts à se mobiliser. L'Algérie nous a accordé les autorisations de survol nécessaires et les dirigeants algériens nous ont exprimé qu'ils avaient fermé la frontière avec le Mali. Et notre invité ce soir, il est sénateur, il est notamment ancien ministre de la Défense, de l'Intérieur. Il co-préside une mission d'études sur le Sahel au Sénat. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une prise d'otage d'une ampleur conséquente, une situation grave. Quelle est votre première réaction? Nous avons affaire à des terroristes, à des criminels, bien identifiés, s'il est vrai que c'est un groupe dirigé par un certain Ben Mokhtar, nous le connaissons. Il a sévi en Mauritanie, au Niger, il a déjà fait beaucoup de morts, beaucoup trop. Et y a-t-il lieu de s'étonner que AQMI, qui est la suite de ce qu'on a connu en Algérie, le GIA, le GSPC, cette mouvance islamiste djihadiste, elle est connue depuis les années 90. Il faut rappeler le lourd tribut qu'a payé l'Algérie à l'islamisme djihadiste, 150 000 morts. Disons qu'ils ont mené une lutte courageuse. Et à l'époque, ils n'étaient pas très nombreux ceux qui, en France, leur apportaient leur soutien. Donc je crois qu'il faut saluer le courage des Algériens. Bien évidemment, l'Algérie est un pays qui n'a jamais été un pays djihadiste, c'est un pays qui mène la lutte contre le terrorisme, qui mène la lutte à nos côtés. Mais il se trouve que la France a répondu à l'appel du président Traoré, des autorités légitimes du Mali, sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, la légitime défense. Et le droit d'un pays de faire appel à un autre pour lui porter secours. Donc voilà, nous sommes dans la légalité internationale. Oui, mais pour revenir à cette prise d'otage, les autorités algériennes précisent que ces preneurs d'otages, que ces groupes ne sont pas venus ni du Mali, ni de la Libye. Autrement dit, ils étaient sur place déjà en Algérie. C'est possible. Une cinquantaine donc d'individus lourdement armés. Je ne peux rien confirmer ni infirmer d'ailleurs. Disons que AQMI a des racines en Algérie. C'est ce qui reste
je dirais, des islamistes djihadistes qui ont ensanglanté l'Algérie de 1992 à 2000 et quelques, et qui sont encore présents dans certaines régions, à l'état résiduel en Algérie. Le gouvernement algérien dit refuser ce soir toute négociation avec les preneurs d'otages. Est-ce que ça veut dire qu'un assaut est privilégié avec tous les risques que cela peut comporter? Là, je parle au ministre de l'Intérieur que vous avez été. Si vous voulez, l'Algérie est un pays souverain. C'est aux autorités algériennes de décider. Ce sont des affaires extrêmement délicates. Maintenant, je rappelle que le gouvernement français non plus n'a pas négocié avec les terroristes. Je vous rappelle de l'épisode de l'Airbus à Marseille, Marignane. L'assaut a été donné par le GIGN, si je me souviens bien. Mais on peut imaginer ce soir que la pression diplomatique est très lourde sur les épaules algériennes compte tenu de la multiplicité des nationalités de ces otages ce soir. Bien sûr, mais je dirais que chaque pays ne peut pas défendre que les intérêts de ses ressortissants en perdant de vue la situation générale. Il doit y avoir une solidarité dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est ce que demande la France. Maintenant, les Algériens sont un peuple fier. C'est un pays souverain et ils vont faire ce qu'ils croient devoir faire. Un peuple fier qui subit aujourd'hui, selon vous, les représailles, puisque ce pays s'est montré solidaire avec la France en laissant évidemment les avions survoler son sol. Permettez-moi de vous dire que c'est une présentation des choses à laquelle je n'adhère pas. Présenter cela comme une représaille ou comme des représailles, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que la presse française n'aurait pas dit si l'Algérie avait refusé le survol de son territoire aux avions français? Rappelons-le, AQMI, à l'origine, ses chefs, Abou Zed, Ben Mokhtar, d'autres encore, sont des Algériens. Ce qui se produit au Mali est une contagion. Disons que AQMI s'est installé au Mali depuis 2007. Et naturellement, AQMI a entraîné un certain nombre de gens, maliens ou non, dans son entreprise, qui menaçait, je dirais, non seulement la souveraineté, mais l'existence même de la République du Mali, à laquelle nous sommes venus au secours. Ce n'est pas une ingérence, c'est une assistance à peuple en grand danger. Et on peut rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, on peut penser à la population algérienne qui suit minute par minute ce qui se passe, et c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, le souvenir extrêmement douloureux des années GIA, et ils voient peut-être ce soir sur leur territoire la résurgence de ce traumatisme. Bien sûr, il faut le rappeler, il n'y a pas que des otages occidentaux, il y a aussi une bonne centaine de travailleurs algériens qui ont été pris en otage par le commando d'AQMI. Des Algériens donc, oui. Voilà, il faut bien comprendre d'ailleurs que quand on dit la France est seule, d'une certaine manière, c'est l'Algérie qui est présente au cœur de l'Afrique. L'Algérie va très loin en Afrique. Le Sahara, il est en grande partie algérien. Mais le problème, il est le problème du Sahel tout entier, de l'Atlantique à la mer Rouge. Ouais. Et on ne peut pas résoudre durablement ce problème sans la coopération de l'Algérie. Justement, avec l'Algérie et puis les autres pays, parce qu'avec les différentes nationalités des otages, est-ce qu'il y a clairement ce soir une internationalisation du conflit au Mali ? Si vous voulez, la solidarité de la communauté internationale est acquise sur le plan politique. Nous avons reçu des promesses d'aide logistique. Mais pour le moment, nous n'avons pas vu de soldats sur le terrain. Il peut y avoir un sursaut ce soir, une prise de conscience de la part des autres pays. Le secrétaire américain à la Défense, Léon Panetta, affirme ce soir que ce n'est pas une guerre française. L'Espagne autorise à l'instant la France à utiliser ses bases aériennes. Est-ce qu'il peut y avoir un déclic pour cette solidarité? Écoutez, le vrai déclic serait qu'il y ait des soldats allemands, espagnols, italiens, britanniques, d'autres encore, sur le sol malien pour que nous puissions, je dirais, profiter d'un certain désarroi qu'a créé la réaction française pour faire en sorte que le territoire du Mali soit purgé de ces éléments terroristes dont on sait très bien qu'ils chercheront à gagner d'autres pays qui pourront peut-être revenir, mais je dirais que c'est le front de tous ces pays
tous les pays de la bande sahélienne, dont, je le rappelle, l'Algérie est le seul grand État puissant avec une armée de 300 000 hommes. Ce n'est pas rien, alors que les autres pays sont des pays moins peuplés, fragiles, où il y a eu souvent des coups d'État dans le passé. Donc je pense qu'il faut concevoir la riposte avec cette colonne vertébrale entre la France, l'Algérie, les pays africains, l'appui de la communauté internationale. Et je dirais qu'il serait extrêmement grave qu'un certain nombre de pays se désolidarisent. Ces groupes sont organisés, on l'a dit. Ils sont lourdement armés, on l'a rappelé, bien préparés, on le précise ce soir. Jean-Pierre Chevènement, est-ce qu'ils ont profité, puisque vous parlez de cette bande au Sahel, de la décomposition de la Libye en 2011 et donc de l'intervention militaire dans ce pays? C'est malheureusement évident. Mais ce n'est pas politiquement correct de le dire. Mais ce n'est pas politiquement correct de le dire. Néanmoins, je vous rappelle que je n'ai pas approuvé je dirais, l'intervention en Libye quand le gouvernement nous a demandé d'émettre un vote au Sénat. Je me suis abstenu parce que je considérais qu'on allait très loin dans l'interprétation de la résolution 1973. Bon, tout ça peut se discuter, mais il est évident que les armes dont disposent les terroristes au Mali aujourd'hui sont pour une grande partie des armes libyennes. Libyenne, vous dites. D'origine libyenne. Par exemple, on les voit utiliser des SAM-7, qui sont des missiles, qui ont atteint malheureusement un soldat français, le lieutenant Boiteux, qui est un franc-comtois, originaire d'un village que je connais bien. Qui a servi 22 ans l'armée française. Et qui est mort pour la France, et dont je veux saluer la mémoire. Est-ce que les élus dont vous faites partie sont bien informés, constamment informés de l'évolution de la situation sur place au Mali par le gouvernement? On a vu que vous aviez fait partie de cette réunion autour du Premier ministre. Est-ce que vous estimez que vous avez les informations nécessaires? Écoutez, j'avais un peu investi le sujet, comme vous l'avez rappelé, puisque je co-préside avec Gérard Larcher cette mission d'enquête sur le Sahel. Le gouvernement nous a donné rapidement des informations, dont certaines ont été pour moi très instructives. Disons que je ne me plains pas, je suivais cette affaire depuis déjà longtemps. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été, il y en a eu, informés très rapidement de cette intervention française au Mali, peut-être même dès vendredi? Jean-Marc Ayrault cherchait à me joindre. Je veux dire, sans résultat, j'étais à Belfort, ça passait mal. Bon, disons que... mais je considère avoir été bien informé parce que cette question malienne était au cœur de mes préoccupations depuis longtemps. Et j'avais accompagné le président Hollande à Alger au mois de décembre, donc cette question était déjà débattue. Pour terminer, Jean-Pierre Chevènement, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut purger ces éléments terroristes. Est-ce que la France est en guerre contre le terrorisme, contre des entités terroristes, contre des groupes? La France est en guerre contre le terrorisme, ou plus exactement contre les groupes qui s'attaquent à ses ressortissants ou à des États amis. Nous ne sommes en guerre avec personne. Sinon, avec des gens qui sont des criminels. Donc c'est insupportable. Je pense que naturellement, il y a d'autres problèmes à résoudre. Il y a l'équilibre à l'intérieur du Mali entre le sud, Bambara, et le nord, où vivent non pas seulement des Touaregs, mais aussi d'autres ethnies. Mais disons que voilà, il y a un problème qui se pose là, qui se pose dans l'ensemble des pays sahéliens. Et il y a un problème de développement. Ce sont des pays qui sont affrontés à une grande misère, où l'espérance de vie est beaucoup moins grande qu'en France, 20 ans. Là, c'est la solution après la solution militaire. Mais voilà, il faudra que l'Europe se mobilise. Et moi, je compte sur l'Europe, parce que quand j'entends M. Cohn-Bendit, M. Cohn-Bendit, il est dans ses contradictions. De cette Europe de la défense. Mais justement, M. Cohn-Bendit nous parle d'Europe depuis si longtemps. Puis il s'aperçoit que quand elle devrait être là, elle n'est pas là. Il semble s'en étonner. Mais moi, je le renvoie à ces contradictions. Moi, personnellement, je suis médiocrement surpris par ce qui se passe. Parce que j'ai toujours pensé que dans des cas comme cela, il fallait être capable de compter d'abord sur soi-même. Et je souhaite que la France ne subordonne pas son calendrier à des aides qui viendront peut-être trop tard. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.
La suite du 22h dans un instant, nous évoquerons bien sûr cette actualité en Algérie et au Mali avec nos éditorialistes présents ce soir. Mais d'abord, le reste de l'actualité ce soir, c'est aussi les vœux de François Hollande aux parlementaires. Devant députés et sénateurs, le chef de l'État a détaillé sa réforme institutionnelle et insisté sur le non-cumul des mandats qui concernera tous les parlementaires, n'en déplaise à certains de son propre camp. Les détails avec Jérôme Rabier. Ferme et déterminé, François Hollande réaffirme sa volonté de mettre fin au cumul des mandats pour les parlementaires. J'ai donc demandé au Premier ministre de préparer un projet de loi pour en terminer avec le cumul entre un mandat national et un mandat exécutif local. Cette règle concernera l'ensemble des parlementaires. Elle s'appliquera quelle que soit la taille de la collectivité locale concernée. L'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire pas d'exception pour les sénateurs qui sont les plus réticents, y compris dans la majorité. Le président du groupe socialiste François Rebsamen ne s'est d'ailleurs pas déplacé, une absence remarquée chez les défenseurs du texte. C'est vrai que, comme on savait que le président de la République allait intervenir sur la question du non-cumul des mandats, bien certains s'y étaient préparés, mais c'est la volonté du président de la République. Et comme souvent, il paraît qu'on nous dit « Ah, mais les écologistes, vous n'êtes pas toujours d'accord avec le président de la République », ça me permet de réaffirmer ce jour, après les vœux du président de la République, notre soutien total pour la rénovation de la vie publique. Pour trouver des opposants, il fallait donc s'adresser à l'UMP, pour qui cette future loi est une absurdité. On ira vers une assemblée qui sera une assemblée d'apparatchiks, déconnectés du terrain et qui seront des gens qui seront finalement représentatifs des partis politiques mais pas de la réalité du terrain. Les débats promettent donc d'être animés. En contrepartie, le président de la République a affirmé qu'un texte sur le statut de l'élu serait proposé. L'idée, c'est que ce texte soit d'abord élaboré après une période de concertation, y compris en parlant de la question du statut de l'élu, avec une inscription au Parlement, disons dans les 6-7 mois qui arrivent. Un examen au Parlement en 2013, mais reste à savoir quand la loi entrera en vigueur. Certains élus espèrent sa mise en place pour les municipales de 2014. Sans trop s'avancer, François Hollande promet simplement qu'elle sera effective avant la fin de son quinquennat. Et comme tous les soirs, notre club d'éditorialistes avec nos invités. Je vous les présente avec plaisir. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, éditorialiste aux Échos. Avec nous également Claude Veil, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue Claude, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Fidèle, il est aussi Hervé Baudry, notre dessinateur. Bonsoir Hervé, actualité Sonia. Grave et lourde ce soir. Alors nous allons en parler évidemment avec cette prise d'otage en Algérie. D'abord Jean-Louis Gombaud, peut-être des précisions sur ce site gazier, pétrolier dans l'Est algérien. C'est évidemment une prise de guerre, une attaque de guerre particulièrement importante, surtout pour l'Algérie, puisque vous savez que l'Algérie est avec le Nigeria le plus gros producteur de pétrole et de gaz en Afrique du Nord, dans toute l'Afrique, et surtout de gaz. Mais le site en lui-même fait à peu près 10% de la production gazière de l'ensemble de l'Algérie. C'est donc très important pour l'Algérie, surtout si le site est ensuite saboté, etc. Mais la conséquence économique globale de la prise de ce site est assez marginale, non seulement pour l'Europe, puisque en réalité, l'Algérie est devenue un approvisionneur, un exportateur relativement marginal, notamment pour la France, en matière de gaz, qui fait arriver son gaz, surtout de Norvège et de Russie. Donc l'importance économique est réelle. Il y a véritablement un transfert de la guerre vers des sites économiques, ce qui est quand même une nouveauté, bien entendu, mais l'importance économique globale de la prise de ce site reste quand même secondaire. Mais ça indique, alors là, peut-être une transition avec ce qui va venir sur la suite, c'est qu'on ne comprend pas comment la prise a été possible quand on connaît les mesures de sécurité incroyables qui sont prises par les Algériens pour protéger ce genre de sites qui sont absolument stratégiques pour eux. Il y a évidemment beaucoup de questions en suspens et nous verrons tout à l'heure avec notre éditorialiste El Watan s'il y a plus d'informations. Nous serons en direct avec lui depuis Alger. Guillaume Tabar, en France, depuis le début de cette intervention, ça ne fait pas longtemps, 6 jours, il y a une union sacrée de la classe politique et de l'opinion française aussi qui soutient majoritairement la décision du gouvernement. Avec cette actualité grave ce soir, cela va encore plus se renforcer, on imagine. Oui, alors il faut être prudent parce que d'abord, on constate déjà que le consensus politique est plus fort que le soutien dans l'opinion. Le premier sondage fait lors du deuxième jour de la séparation au Mali, on montrait qu'il y avait, je crois, 63%
des Français qui soutenaient l'intervention au Mali. C'est important, mais au sein de la classe politique, comme on l'appelle, le consensus est plus large. Et c'est un consensus qui est réel, qui est sincère, je crois aussi, mais qui est fragile. Et là, je parle surtout du consensus de l'opinion. On voit bien comment, sur un tel événement, avec cette prise d'otage que personne n'avait prévue, avec le risque, c'est trop tôt bien sûr pour parler d'enlisement, mais on voit bien qu'il y a une montée en puissance déjà de la présence française et que, même si vous avez parlé tout à l'heure de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens, les autres pays vont apporter un soutien logistique, mais ne vont pas envoyer de troupes. Donc toute la dimension militaire de l'opération, au sens de présence humaine, repose entièrement sur la France. Et donc c'est la France qui va supporter les chances, si on ose dire, si ça se conclut bien et rapidement, mais aussi les risques d'une intervention peut-être plus longue que l'on imagine. Claude Veil, elle est singulière, cette solitude de la France. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment parler de solitude de la France dans ce conflit? C'est pas un mot un peu... Sur la scène internationale, non. Disons qu'elle a grillé tout le monde en allant sur le front toute seule et dans une initiative extrêmement rapide, une réaction très très rapide de François Hollande, qui d'ailleurs ne ressemblait pas à l'image qu'on se faisait de François Hollande. Il a été, en l'occurrence, il a montré que sa main ne tremblait pas dans des circonstances où il fallait agir et décider. On le voit vite. grave, déterminé. Absolument. Le mythe du président qui hésite est derrière. Voilà, d'une certaine façon, il a tué une image ou une caricature de lui qui courait depuis son élection et même avant et qui avait fabriqué ses adversaires politiques et même quelquefois ses amis. Donc la France s'est engagée très vite et très loin. Mais bon, le soutien de la communauté internationale est acquis, je dirais, d'autant plus acquis qu'ils sont pas mécontents que la France prenne les coups à leur place, mais sauf que là, l'affaire s'internationalise. Ce qui va, pour ramener à votre première question, à la fois, à mon avis, renforcer et le consensus et les inquiétudes. Je dirais que le consensus de la scène politique française est d'autant plus fort, justement, que les inquiétudes, en réalité, sont derrière, ne peuvent pas s'exprimer. Nous, on peut parce qu'on est des irresponsables, mais tout le monde voit bien en effet qu'il y a une part, comme dans tout conflit militaire, il y a une part de risque et d'incertitude immense, et qu'on part toujours à la guerre en chantant, et puis quelquefois après les choses se compliquent. Il y a des questionnements, on les a entendus dans le Parlement, qui peuvent être légitimes aussi, Guillaume Tabar, mais c'est une phase délicate, évidemment, où le gouvernement, par la voix de Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, et bien sûr le président lui-même, est amené à expliquer, à justifier, à revendiquer souvent cette intervention. On l'a encore entendu avec François Hollande lors de ses vœux au Parlement. C'est une phase importante de communication également. Oui, d'abord d'explication, tout simplement. C'est-à-dire que depuis vendredi, François Hollande est quand même intervenu de manière solennelle 2 fois. Une première fois vendredi, une seconde fois samedi. Jean-Yves Le Drian, Laurent Fabius, mais aussi Jean-Marc Ayrault, on l'a vu à l'Assemblée nationale, que ce soit en question au gouvernement, que ce soit ensuite au débat qui ont été organisés à l'Assemblée et au Sénat, ont expliqué les 4 grands buts de guerre, faire reculer les terroristes, stabiliser le régime à Bamako, et recouvrer etc. l'intégrité territoriale. Donc tout ça est à le mérite d'être clair, et il y a une information complète. Jean-Pierre Chevènement disait qu'il s'estimait normalement informé. Bon, je crois que ça fonctionne. On voit bien qu'en tout cas, cette chaîne fonctionne bien. C'est à mettre au crédit incontestable de François Hollande et du gouvernement, tout comme ça avait été le cas lors de l'intervention en Libye. Non. Bah si. Là, je ne peux pas vous suivre. D'autant plus, il y avait même eu un débat au Parlement qui avait été sanctionné même par un vote où le soutien avait été apporté par les parlementaires. Alors que là, il n'y a pas de vote, mais on ne peut pas le reprocher au gouvernement. Le consensus, là, n'est pas quand même total. Vous savez qu'il y a beaucoup de doutes à l'extrême gauche et chez les Verts aussi, et chez les Verts et de la part de M. Mélenchon et Valéry Giscard d'Estaing aussi, qui a exprimé plus que des réserves. La grande différence avec la Libye, pour le coup, c'est que là, le but de guerre est clair, je trouve. Autant en Libye, il y avait un brouillard autour de l'opération libyenne, autant là, les choses ont été mises sur la table clairement, je trouve. Je voudrais revenir quand même sur l'aspect européen. Jean-Louis, j'ai posé tout à l'heure la question à Jean-Pierre Chevènement sur le sursaut, sur la prise de conscience justement des Européens, ce qui se passe aujourd'hui. Et certains pays ont des otages aujourd'hui en Algérie. Est-ce qu'il peut y avoir ce déclic ce soir? Monsieur Chevènement répond, normalement il dit il n'y a pas d'Europe en réalité. Mais s'il y avait une Europe de la défense, est-ce que les Français seraient au Mali? Parce que c'est ça le problème. On a toujours l'impression que l'Europe prendrait notre position. Le retard mis par nos amis européens à se mobiliser vraiment sur cette affaire est assez surprenant. Ça veut dire que quelque part, ils ont des doutes. Ils se demandent où est-ce qu'on va véritablement. Et en réalité, revendiquer une Europe de la défense, qui apparaît tout à fait logique dans la logique de la construction européenne, bien entendu, c'est aussi peut-être
s'interdire d'intervenir comme on le souhaite sur des questions stratégiques. On peut quand même en parler avec un peu d'humour ce soir, puisque Catherine Ashton se demande, et peut-être qu'elle se le demande vraiment, c'est où le Mali? Oui, parce qu'elle, en tout cas, on ne sait pas où elle est. C'est-à-dire que c'est ça aussi le problème. Pour prolonger ce que dit Jean-Louis, on ne peut quand même pas oublier aussi l'histoire et le lien particulier que la France a avec l'Afrique. Bon, et le fait que, du fait de cette histoire, la France est le seul pays à avoir encore des troupes stationnées de manière régulière. Je ne parle pas de ceux qu'on a envoyés là, mais qui stationnent de manière régulière en Afrique. Alors, on n'est plus, je crois que dans les années 60, il y avait 30 ou 40 000 soldats français en permanence en Afrique. Je crois que maintenant, on est à 5 000 et que ce nombre est appelé à décroître. Bon, mais il y a quand même des bases françaises. Il y en a une au Tchad, d'ailleurs, qui avait failli disparaître avec le livre blanc de 2008, qui vraiment a été maintenu, qui donne à la France, j'allais dire, une légitimité et les moyens... et des responsabilités. Et des responsabilités, bien sûr, et aussi les moyens logistiques d'être en première ligne dans cette affaire. Claude Weill, si on regarde un petit peu dans l'histoire, chaque président a eu ça ou ses guerres. Valéry Giscard d'Estaing avec l'intervention, c'était des légionnaires parachutistes de Colvézi. Le pari était loin d'être gagné à l'époque, mais l'intervention était audacieuse et efficace. Elle était courte et ciblée. Le président Mitterrand a eu la première guerre du Golfe, Jacques Chirac, l'ex-Yougoslavie, Nicolas Sarkozy, la Libye. Comment l'opinion, les Français perçoivent ces décisions lourdes de conséquences ce soir D'une manière générale, d'ailleurs, sur toutes les interventions dont vous parlez, la France, au départ, l'opinion française a été massivement derrière ses dirigeants parce que au moment où on part en guerre et où des soldats français vont risquer leur vie, les gens ont conscience de la gravité de l'enjeu, etc. C'est après que les choses se compliquent. Ces opérations sont de nature très très différente. Colvézi, c'était une opération de sauvetage, c'était une opération quasi humanitaire. Là, c'est une opération très compliquée. À terme, je dirais, il a été relativement facile dans un premier temps, avec les moyens dont nous disposons, de bloquer l'avancée des forces djihadistes. Après, éradiquer le terrorisme, c'est une autre paire de manches. George Bush en sait quelque chose. Quant à la reconstitution de l'unité territoriale du Mali, elle se fera, je pense, mais elle se fera avec les pays environnants. C'est une entreprise de longue haleine et qui relève aussi d'une certaine façon du nation building, parce que le Mali est un pays qui va mal avec 150 ou 115, je ne sais plus, partis politiques, un niveau de corruption élevé, une maladministration endémique, etc. Donc c'est un chantier qui s'ouvre. Ce n'est pas seulement un conflit militaire, c'est un chantier très compliqué. Oui, vous avez fait allusion à l'Afghanistan, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. Le contexte n'est pas le même. Il y a aujourd'hui un État au Mali, et c'est cet État, même s'il affaiblit, qui a appelé la France et qui a permis d'agir dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. En Afghanistan, il n'y avait pas d'État. Bon, mais le point de départ, c'est quand même la même chose. Il s'agit d'intervenir, que des puissances étrangères interviennent pour chasser dans un autre pays des terroristes ou des gens qu'on a du mal à identifier. Bon, et on se dit, voilà, on va faire un peu le ménage. Et puis, l'Afghanistan a montré que il fallait remettre davantage de troupes. On a suivi. Et puis, au bout d'un moment, les buts de guerre n'ayant pas été atteints, on est obligé de se retirer de manière un peu presque piteuse. Je vais dire un mot sur le paradoxe colonial qui veut qu'au fond, la France soit la seule à pouvoir agir dans ce terrain-là, ce qu'on appelait jadis le précaré, et en même temps, toute intervention de la France, si les choses devait durer, s'enquister, s'envenimer, risque de susciter, précisément parce qu'elle est ancienne puissance coloniale, des réactions difficilement contrôlables dans les opinions publiques. C'est le point de vue d'ailleurs, c'est le point de vue qu'a exprimé Giscard d'Estaing. C'est exactement ça. C'est intéressant ce que vous dites depuis Colvézi. On voit qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses se compliquent. C'est beaucoup plus compliqué de cette guerre au Mali que de renverser un dictateur comme on l'a fait en Libye. C'est beaucoup plus compliqué. Et même quand on dit, par exemple, refouler le terrorisme, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'il est refoulé, on s'en va, mais il revient. C'est-à-dire, le problème, c'est on est devant un ennemi quand même qui est extrêmement concret et en même temps invisible. Donc c'est une guerre très complexe qui est ici engagée, qui d'ailleurs dépasse les critères classiques de ce que l'on appelle une guerre, et ce qui complique énormément nos affaires. Guillaume Tabar, politiquement, on lit ici ou là que c'est une nouvelle phase du quinquennat. Je n'emploierai pas le mot tournant, je ne l'aime pas, permettez-moi, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus profond que cela, avec une nouvelle doctrine, ou en tous les cas, une nouvelle politique dont les contours sont précis sur nos otages, sur la lutte contre le terrorisme ? Alors, je crois qu'on va se précipiter. Depuis 3 jours, on présente François Hollande en chef de guerre, on parle du tournant du quinquennat, etc. Bon, malgré tout, dans l'opinion, même s'il y a
l'opinion est marquée par cet événement et par la rapidité d'intervention de François Hollande. Dans l'esprit des gens, les millions de chômeurs qu'il y a en France continuent d'être une préoccupation plus forte et plus lourde que ce qui se passe au Mali. À tort ou à raison, c'est pas le problème. Bon. Et on voit bien comment très vite, malheureusement, le reste de l'actualité reprend ses droits. Aujourd'hui, le nouveau sujet, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais c'est Renault. Bon, et le fait que l'on puisse saluer l'action de François Hollande sur une action précise ne veut pas dire qu'il désormais il est à l'abri des critiques sur tout autre sujet. Et voilà, l'actualité va se charger de remettre au premier plan des sujets plus Lui-même le dit nationaux. d'ailleurs, puisque lors de ses vœux parlementaires tout à l'heure, il a revendiqué son intervention au Mali et puis parlé de l'actualité économique, rappelé sa bataille contre le chômage, etc. Ce n'est pas occulté. Ah non, c'est pas du tout occulté. Je crois que les Français sont parfaitement, Guillaume a raison, capables de faire la part des choses et d'être à la fois, y compris une large fraction de l'électorat d'opposition. Si vous étiez allé dimanche, j'y suis pas allé, ça aurait pu être mal interprété. Si vous étiez allé dimanche à la manifestation contre le mariage pour tous, j'imagine que parmi les gens qui défilaient contre un projet gouvernemental, il y avait beaucoup de gens qui approuvaient l'intervention au Mali. Les gens sont assez malins pour faire la part des choses. Regardez la caricature d'Hervé Baudry, juste un petit clin d'œil. Oui, Guillaume. Oui, il y avait même dans le million de personnes qui étaient sans doute là dimanche, des gens qui avaient voté pour François Hollande, mais qui, sur ce projet précis, étaient en rupture avec lui. Alors justement, comme l'actualité est monopolisée, on le comprend justement par cette intervention au Mali et par ce qui se passe en Algérie. En un mot, Jean-Louis, c'est compliqué en amont, on va quand même parler de Renault et puis de ce que ça dit pour le marché de l'automobile européen et puis de la conjoncture économique. Parce que l'automobile, c'est comme le bâtiment. Quand ça va pas... Oui, enfin, c'est l'inverse. Oui. Quand ça va, ça va, mais quand ça va pas, c'est pas bien. Non, je crois qu'on va, comme on n'a pas beaucoup de temps, je crois qu'il faut insister sur le fait que ce qui se passe dans l'automobile est peut-être précurseur d'une aggravation de la situation de la conjoncture. Car effectivement, l'automobile est au carrefour de l'industrie française, tout y vient. Et le fait que le marché soit effondré et que les constructeurs français s'effondrent encore plus que le marché et poussent Renault à ce projet de réaménagement qui consiste à se séparer de 7000 de ses salariés après que Peugeot ait engagé la séparation de 8000 de ses salariés. Évidemment, il n'y aura pas de licenciement sec, mais c'est quand même une compression de l'ensemble des emplois, montre l'effort d'adaptation extrêmement puissant qui s'opère dans l'industrie française pour s'adapter à cette conjoncture. Et le fait que Renault annonce ça aujourd'hui montre qu'il dit non seulement la conjoncture se dégrade, la conjoncture automobile, mais que ça va continuer. Et c'est ça qui est inquiétant. Cette annonce intervient quelques jours après l'obtention de l'accord entre les partenaires sociaux. Nous aurons l'occasion d'en reparler, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Merci beaucoup, Hervé. Restez avec moi, comme ça j'aurai l'occasion de voir votre dessin juste après le tour de l'info qui est préparé ce soir par Mounir Soussi. Regardez. Les députés PS ont décidé de se pencher sur le rachat des titres du groupe Hersant par Bernard Tapie. Une commission d'enquête parlementaire va se concentrer sur les mécanismes qui ont permis à l'homme d'affaires de prendre possession du journal La Provence. L'ancien président de l'Olympique de Marseille n'a pas tardé à réagir, dénonçant une tartufferie de la part des élus socialistes. Un scénario digne d'un film hollywoodien en plein cœur de Londres. Ce matin, un hélicoptère a percuté une grue juste en face des bureaux des services secrets. À ce stade, nous pensons qu'un pilote professionnel d'hélicoptère effectuait un vol régulier et est entré en collision avec une grue au-dessus d'un immeuble en construction au numéro 9 de la rue Helms. L'hélicoptère est ensuite tombé au pied de l'immeuble. Le pilote a péri dans l'accident. Le bilan fait état de 2 morts et de 13 blessés. La collision pourrait être due au brouillard dense qui enveloppait la ville. The Economist égratigne encore une fois la France. Cette fois, le magazine britannique estime que le marché immobilier du pays est l'un des plus surévalués au monde. Dans son enquête, le journal estime que le prix des loyers est surcoté de 50%. Encore une fois, l'Allemagne est le meilleur élève de l'Europe, avec une hausse des prix contenus et des tarifs des loyers sous-évalués de 17%. La manifestation contre le mariage pour tous a laissé des traces à Paris. Le maire Bertrand Delanoë réclame 100 000 € pour la remise en état des pelouses du Champ de Mars, somme que les organisateurs refusent de payer. Dimanche, entre 340 et 800 000 personnes se sont massées au pied de la Tour Eiffel, causant d'importants dégâts sur le gazon selon la mairie. Une mesquinerie pour la droite parisienne qui s'étonne de la publication de cette facture alors que des dizaines de manifestations ont lieu chaque année dans la capitale.
Dans le dessin du jour, Pétillon remarque que si l'intervention française au Mali fait frémir dans le bon sens la cote de popularité de François Hollande, ce mouvement pourrait s'inverser si les soldats s'enlisent dans le Sahel. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle bien sûr la principale actualité de cette édition, c'est la prise d'otages en Algérie. La situation évolue de minute en minute sur le site gazier de l'Est algérien. Ce qui est confirmé à l'heure actuelle, c'est que 7 Américains et 13 Norvégiens font partie des otages retenus sur le site par un groupe qui se revendique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La France ne confirme pas pour le moment la prise en otage de ressortissants tricolores. Un premier bilan fait état de 2 morts, l'un britannique et l'autre algérien. Les forces algériennes encerclent le site pour le moment et excluent toute négociation avec les ravisseurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre sur Public Sénat l'émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir. Il y a certains qui défendent ce projet de pacte et qui le présentent comme une avancée sociétale, révolutionnaire, extraordinaire, qui évidemment entraîne les Antilles à dire mais comment on est en train de complètement de mettre à plat tous les fondements de la société, le mariage, la protection des enfants, etc. Je crois que c'est tout simple finalement. Il y a des gens qui souhaitent organiser leur solidarité commune. Certains débats d'hier rappellent à première vue ceux d'aujourd'hui, même si on verra que les arguments ne sont pas toujours les mêmes. Alors justement, quels sont les arguments des pour et des anti, entre guillemets, mariage pour tous? Pourquoi cette expression s'est-elle imposée et pourquoi François Hollande semble-t-il avoir autant hésité sur ce sujet? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Jean-Marc, François, Christine et les autres, avec nous 4 invités. Jean-Pierre Winter, psychanalyste, auteur il y a 2 ans de ce livre, Homoparenté, et puis récemment de Transmettre ou pas, les deux chez Albin Michel. Alors vous avez émis des réserves sérieuses sur certaines propositions socialistes, notamment la PMA, mais vous suivez aussi le discours des politiques et c'est pour ça qu'on vous a invité. Éric Fassin, sociologue à l'EHESS, spécialiste des questions de genre. Vous êtes un partisan de ces réformes, mais vous vous intéressez aussi au discours des politiques sur la question et c'est pour ça que vous êtes là. Gaël Sliman, spécialiste de l'opinion, pour analyser l'impact de ces débats parfois complexes, on va le voir, sur l'opinion. Et enfin Sylviane Rémy, linguiste ou lexicologue pour être précise. Alors on va commencer avec vous par revenir sur le nom de ce projet de loi, un mariage pour tous, un nom pour le coup repris par tous, y compris par les journalistes. Alors c'est peut-être déjà la première victoire des partisans de ce mariage, on va le voir à travers un petit montage sur la propagation de cette expression. Je reprends la proposition de faire droit pour tous au mariage. Nous ferons au premier semestre 2013, avec Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, le mariage pour tous. Ce droit au mariage pour tous, il serait effectif dans toutes les communes. Le mariage pour tous devrait être voté dans quelques semaines ou au plus tard dans quelques mois. Procréation médicalement assistée, dans le cadre du mariage pour tous. Vous vous êtes prononcé contre le mariage pour tous, contre le mariage homosexuel qui va être proposé en Conseil des ministres le 7 novembre prochain. Est-ce que vous célébreriez ce type de mariage si 2 personnes se présentaient à vous? Je veux d'abord dire mon opposition totale au mariage homosexuel. On la connaît, mais la question... d'ailleurs cette expression de mariage pour tous qui ne veut strictement rien dire. Voilà, ça ne veut strictement rien dire, dit-il. Et il souligne finalement, enfin c'est ce qu'on entend, hein, que reprendre ce terme, c'est déjà reprendre une expression des partisans de ce mariage. Et c'est vrai que cette expression a remplacé celle qu'on utilisait il y a encore quelques mois, mariage homo, mariage gay, qui du coup ont quasiment disparu. Alors, quel sens donner à cette expression, Sylviane Rémy, et pourquoi, selon vous, s'est-elle imposée, y compris dans la bouche des journalistes? Alors, je rebondirai sur la parole de François Fillon, qui dit, cette expression, il dit 2 choses. Je ne l'aime pas, ce qui est une position de rejet. Et d'autre part, elle ne veut rien dire. Pourquoi ne veut-elle rien dire à son avis?
Parce qu'il y a pour tous. Et là, en tant que bon grammairien, il a repéré qu'il y avait un pronom indéfini et qu'un pronom indéfini ne renvoie pas à une catégorie. Hein. Tous, c'est la totalité d'une communauté. Donc, effectivement, elle ne dit pas. Hein. Il faudrait à ce moment-là dire tous les citoyens ou tous les... Bon. Oui, puis en plus, il faut quand même être en âge de se marier. Enfin voilà, pour tous, Voilà, c'est peut-être voilà, faux voilà. aussi. Voilà. Alors, mais pourquoi est-elle très intéressante et très chargée de représentation? Et là, je dirais que plus le mot est vide, et plus il peut loger justement de représentation et d'argumentation. Ça ne veut pas dire grand-chose et du coup on peut y mettre un peu dans le discours. Ça ne veut pas dire grand-chose dans la langue, mais ça veut dire beaucoup dans les discours. Quand vous dites quelque chose pour tous, X pour tous, c'est toujours un bien. C'est toujours un avantage. C'est toujours des vacances pour tous, des lectures pour tous, l'université pour tous, c'est pas le chômage pour tous, l'endettement pour tous, l'ignorance pour tous. Donc pour tous a une valeur qualifiante, ça veut dire que c'est égalitaire, ça veut dire que c'est bien, hein, c'est chargé d'une valeur positive. Et donc inclure mariage pour tous dans ce moule lui donne tout de suite sa charge argumentative. À toute une série, effectivement, de réformes. Alors justement, mariage pour tous, c'est vrai que ça sonne un petit peu comme un slogan. Et je me tourne vers vous, Éric Fassin. Est-ce que c'est ça l'intérêt, selon vous, finalement, de ne plus employer ces termes, peut-être mariage homo, mariage gay, qui étaient peut-être plus précis, mais peut-être, je ne sais pas, plus stigmatisants Je pense qu'en fait, on a une histoire qui remonte déjà à l'époque du Pax. Le choix du Pax, et qui était novateur à l'époque par rapport aux autres pays, c'était d'avoir un statut ouvert indifféremment aux couples de même sexe et aux couples de sexes différents, ce qui n'était pas encore le cas ailleurs. Donc la logique revendiquée par les partisans du Pax, c'était l'universalisme. Il me semble qu'aujourd'hui, dire mariage pour tous, c'est essayer de s'inscrire dans cette lignée, c'est-à-dire revendiquer la posture universaliste. Autrement dit, si on disait mariage homosexuel, on pourrait penser que c'est pour une catégorie particulière. Si on disait mariage gay, on pourrait penser que c'est une catégorie particulière. C'est le texte du projet de loi, finalement, mariage pour tous, qui s'est imposé. Qui a marché. Voilà, qui a marché. Et alors, la question que ça pose, est-ce que c'est pas la première victoire, Jean-Pierre Winter, que pensez-vous de cette expression, est la première victoire, finalement, des partisans du mariage? L'expression s'est imposée. Donc ça veut dire que... Je trouve l'expression extrêmement malheureuse pour toutes sortes de raisons. Mais je crois que quand on a du mal à nommer les choses, c'est que clairement, elles ne sont pas claires. Bah oui, mais là on se dit, il n'y a pas de mal à le nommer, justement. On a trouvé l'expression que tout le monde reprend. Mais on voit bien que même pour les partisans de l'universalisation du mariage, la formule est embarrassante parce qu'elle suscite assez facilement des arguments dans le camp adverse qui disent, vous voyez bien que au-delà de l'extension des droits aux couples formés de personnes de même sexe, il pourrait s'agir aussi d'autre chose. Pour tous, ça indique qu'on ne sait pas très bien où est le curseur, où est la frontière. C'est pour ça que l'expression est malheureuse, quel que soit le camp dans lequel on se range par rapport à ce projet. Donc il faudrait juste prendre la mesure de l'embarras. Je crois que c'est une expression qui témoigne de l'embarras dans lequel on est par rapport à cette question, globalement, qu'on soit d'ailleurs plutôt partisan ou plutôt opposé au projet. Gaël Slimane, en tout cas, c'est vrai que ça sonne un peu, nous, ce qu'on se disait en préparant l'émission, comme un slogan. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un texte de projet de loi qui sonne comme un slogan? Est-ce que ça aide à l'imposer, selon vous? Non, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis assez d'accord aussi avec la question que vous posiez, en disant finalement, n'est-ce pas une première victoire? Oui, c'est une écrasante victoire, puisqu'en termes de présence du terme, les porteurs, les partisans de cette terminologie ont souhaité qu'il soit nommé mariage pour tous, et vous avez raison de souligner qu'ils ont gagné. Même les opposants n'emploient pas un autre terme. Mais je suis aussi d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que certes, ils obtiennent ce qu'ils voulaient, mais ce n'est pas un bien parce que le terme est complètement creux et vide, et de la même manière que pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, on a eu des hommes politiques qui se sont habitués à avoir des discours doublés, parce qu'à chaque fois ils disaient les citoyennes et les citoyens, les parisiennes et les parisiens. D'accord, il fallait préciser. À un moment donné, vous arrivez à agacer l'auditeur, le téléspectateur, en lui donnant le sentiment que vous n'avez strictement rien à dire. Et ce qui est dommage, c'est que, en l'occurrence, sur le sujet, en tant que sondeur, du mariage, de l'extension, de l'ouverture du mariage au couple homosexuel. Si on veut appeler un chat, en l'occurrence, les Français nous disent que sur le volet mariage, ils ne voient pas de problème. On a aujourd'hui 58% dans les dernières enquêtes réalisées par BVA, c'est à peu près les mêmes niveaux chez nos confrères, 58% de Français qui nous disent qu'ils y sont favorables. D'accord, donc ça valait pas la peine de faire ce slogan. Et on était même à 63 l'année dernière, alors qu'il n'y avait pas encore ce slogan. Donc si vous voulez, depuis le slogan, mais je plaisante parce qu'en réalité surtout, depuis la mobilisation contre,
eh ben, on a plutôt baissé un petit peu sur l'adhésion au mariage gay. Le fait que l'expression mariage pour tous ait remplacé le terme mariage gay ou mariage homo n'a pas aidé. Un dernier mot là-dessus, mais très rapide, parce qu'on va passer aux arguments. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on utilise des mots qui sont creux mais efficaces. Quand on disait école libre, puisqu'on a beaucoup fait la comparaison avec 1984, l'école libre, ça ne voulait rien dire, ça voulait dire privée, religieuse, ce qu'on voudra, mais pas particulièrement libre, pas plus que l'autre, mais c'était très efficace. D'accord. Bon. On a entendu vos arguments, on va entendre maintenant les arguments des politiques qui défendent cette extension voilà, du droit au mariage pour les couples de même sexe. On va essayer d'être précis justement pour ne pas reprendre les slogans. Des arguments productifs et puis parfois des arguments qui le sont beaucoup moins, comme ceux par exemple de Najat Vallaud-Belkacem dont la vidéo sur ce thème lors d'une visite d'une école est ressortie récemment en plein débat. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Donc ça, c'était la version pour les enfants. Maintenant, on passe à la version pour les députés dans l'hémicycle avec Jean-Marc Ayrault. Notre société évolue, les modes de vie et les mentalités changent aussi, des aspirations nouvelles s'affirment. Eh bien, le gouvernement y répondra au nom du principe d'égalité. Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à l'adoption sera ouvert à tous les couples sans discrimination. Donc sur la forme, c'est différent, mais dans le fond, les arguments sont un peu les mêmes. C'est égalité et puis aussi liberté. On va l'entendre avec Bertrand Delanoë dans les médias cette fois-ci. C'est quand même un progrès, une liberté nouvelle en perspective par cette loi qui rassemble au-delà de la gauche. C'est un progrès qui bénéficiera à l'ensemble de la société et quand il sera établi depuis quelques années, personne ne pensera le remettre en cause. Regardez le cas de l'Espagne, où lorsque le gouvernement socialiste l'a fait, il y a eu une mobilisation énorme et l'Église catholique est très forte en Espagne. Aujourd'hui, la droite est au pouvoir en Espagne depuis plusieurs années, elle ne pense même pas le remettre en cause. Bon. Voilà, et donc il finit un peu par cet argument massu qu'on a beaucoup entendu, c'est aujourd'hui. Vous êtes contre, mais demain, vous serez pour. On va y revenir. Mais avant, je voudrais vous faire entendre le député UMP, Franck Riester, qui lui aussi est pour ce mariage, mais avec des arguments, on l'a trouvé un petit peu différents. Écoutez-les, c'était il y a quelques mois, en 2011, lorsqu'il avait fait signer une pétition au sein de l'UMP. Vous savez, moi je respecte beaucoup les convictions personnelles de chacun, notamment celles et ceux qui ont voté contre. Parce que c'est vraiment sa conscience qui doit parler. C'est des débats complexes. Et moi, j'ai voté en mon âme et conscience. Et je pense que en nous regardant ce qui se passe ailleurs, on peut nous aussi se dire que peut-être dans notre pays, dans notre République, on puisse donner le même droit à tous les citoyens, quelle que soit son orientation sexuelle, et notamment le droit de s'unir quand on s'aime, selon les mêmes conditions, avec les mêmes droits, mais aussi avec les mêmes devoirs. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il cherche à convaincre, mais on a l'impression qu'il fait plus de concessions, les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. C'est un débat complexe. Alors, on comprend effectivement que c'est parce qu'il est dans un camp où il y a plus de réticents, mais du coup, ça pose la question de l'efficacité de ces discours, et notamment là, de ceux qu'on vient d'entendre du Parti socialiste sur liberté, épanouissement, etc. Lesquels sont les plus efficaces, selon vous, Gaël Slimane ? En fait, tout à l'heure, on parlait de la victoire sémantique avec l'emploi du mot mariage pour tous. Moi, je crois que la principale victoire sémantique, au-delà des arguments avancés, c'est le mariage. Puisqu'à longueur d'enquête d'opinion, vous mesurez que les Français disent oui au mariage gay, oui au mariage pour tous, sans aucune difficulté, à près de 60-40. Mais en même temps, qu'ils sont beaucoup plus circonspects dès lors qu'on parle d'adoption. Donc le premier élément, c'est ce dont on ne parle pas. Dès lors que vous parlez du mariage, de l'association, de la possibilité pour deux personnes du même sexe, vous êtes gagnant. Si vous déportez le débat sur ce thème-là, et c'est la grande victoire des partisans du mariage pour tous et de ce gouvernement, c'est d'avoir fait en sorte que l'essentiel du débat porte sur la question du mariage, alors que le seul sujet qui fait débat pour une majorité de Français, c'est la question de l'adoption. Parce qu'effectivement, tous les arguments qui sont donnés à liberté, égalité, progrès, épanouissement, c'est des arguments qui concernent le mariage. Après, pour répondre plus directement à votre question, Franck Riester est plus efficace que ne le sont Bertrand Delanoë ou Najat Vallaud-Belkacem, justement parce qu'il ne prend pas les gens pour des idiots et qu'il assume que, certes, cela pose des questions, que ça mérite des débats, qu'on n'est pas forcément un affreux homophobe si on est contre ce mariage pour tous, mais en même temps, il explique
explique que lui est pour. Donc je pense qu'en termes de capacité à convaincre, il est plus efficace que ne l'étaient les autres intervenants. C'est vrai que les mots qui sont utilisés sont des mots très très forts à chaque fois par les partisans du mariage. Vous en pensez quoi de ces mots, Sylviane Rémy? Alors, il y a 3 niveaux d'arguments. Il y a l'argument de l'amour, qui est relativement récent, contemporain. Ce n'était pas l'argument du 19e siècle. Il y a l'argument des grandes valeurs transcendantes, l'unité nationale républicaine. Il y a l'argument de la dimension temporelle. C'est nouveau, donc c'est bon. Oui, donc ça, il y a le progrès, il y a le sens de l'histoire. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on dit le mariage, tout le monde est pour, et après il y a le problème de filiation, de procréation. Bon, si on dit mariage pour tous, on modifie quand même le sémantisme du mot. C'est-à-dire que jusque-là, quand on disait mariage, cela impliquait mariage entre un homme et une femme. Regardez les dictionnaires, jusqu'en... bien sûr. Voilà, je passe sur les dictionnaires. C'est mariage entre un homme et une femme. À partir du moment où vous faites surgir mariage homosexuel, cela veut dire qu'il y a un mariage spécifique, un droit à la différence, qui est le mariage homosexuel. Mais si vous dites mariage pour tous, vous réintroduisez dans le mot mariage une indifférenciation sexuelle, et cela veut dire mariage entre 2 personnes.